Il est quasiment 20h, merci d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle, car invité spécial, Didier Raoult est avec nous ce soir pour Face à Rioufol. Professeur, merci d'être présent. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je salue évidemment Yvan Rioufol. Cher Yvan, bonsoir. Bonsoir. Et Véronique Jacquier, comme d'habitude, est également là. Chère Véronique, bonsoir. Le point sur l'information. Et on commence tout de suite l'émission. Isabelle Puyboulot. Nouveauté cette semaine dans les collèges de France, tous les collégiens devront suivre une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux. Mardi, le ministre de l'Éducation nationale réunira en visioconférence 14 000 chefs d'établissement pour recueillir leurs remontées de terrain et rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition pour lutter contre ce fléau. Drame dans le Finistère hier soir, une fillette de 11 ans a été tuée par balle. Son père a été grièvement blessé ainsi que sa mère plus légèrement. Un voisin néerlandais de 71 ans a ouvert le feu sur la famille britannique. Les motifs de son geste restent à éclaircir, mais depuis plusieurs années, un conflit de voisinage concernant une parcelle de terrain les opposait. Le retraité et son épouse ont été placés en garde à vue. Demain, les députés du Rassemblement national voteront la motion de censure déposée par la NUPES. Le vice-président RN de l'Assemblée nationale l'a confirmé. Sébastien Chenu souhaite, je cite, que la première ministre s'en aille avec sa réforme des retraites sous le bras. La motion devrait être discutée et mise au vote à partir de 16h. Merci chère Isabelle Puyboulot pour le point sur l'information. Nouveau point à 20h30, je le disais donc. Didier Raoult, invité exceptionnel de Face à Rioufol. Alors habituellement, cher Yvan, l'invité arrive en seconde partie. Mais vous avez décidé dès la première partie d'inviter Didier Raoult. Pourquoi ? Je fais en général ces propositions pour des personnalités politiques. On l'a fait des 3 ou 4 fois. Et en l'occurrence, effectivement, Didier Raoult n'est pas une personnalité politique. Mais j'ai malgré tout pris cette décision. Je vous en ai fait la proposition parce que Didier Raoult a pris une envergure nationale, voire même une envergure politique à son détriment. Parce que vous ne faites pas de politique et vous ne voulez pas en faire, je l'ai bien entendu. Mais il me semble que par son positionnement réfractaire, par sa symbolique, dans le fond, du Gaulois réfractaire, que l'on voit même un peu physiquement, par le fait qu'il se définisse lui-même comme étant un anarchiste amoureux de la grandeur, il y a eu chez Didier Raoult une sorte de résonance de la part de toute une partie d'une société qui ne se reconnaît plus dans leurs élites, entre guillemets, parce que Didier Raoult est effectivement la quintessence d'une élite mandarinale, mais en fait c'est une élite qui arrive aujourd'hui précisément à se faire comprendre d'un peuple qui se sent rejeté et à la fois par Paris et à la fois par la morgue parisienne, la morgue jacobine. Et donc il y a tout ça, me semble-t-il, qui politiquement donne une envergure à cette personnalité, dans le fond, d'une sorte de gilet jaune, certes, je ne sais pas d'ailleurs si cette analyse vous conviendrait, d'une sorte de gilet jaune qui symbolise cette France en colère contre les élites. Et d'ailleurs, lui-même a théorisé, dans le fond, cette opposition, puisque dans votre livre, sur votre biographie qui s'appelle Didier Raoult, vous théorisez l'opposition entre les obéissants et les désobéissants. Donc ça, c'est la première raison, c'est cette envergure politique qu'il a prise. La deuxième raison, mais plus personnelle et plus subjective, c'est qu'en effet, depuis longtemps, j'ai un faible pour les parias, pour ceux qui désobéissent, pour les bannis, pour ceux qui sont proscrits, pour ceux que l'on veut faire taire, parce que j'ai toujours eu le sentiment que ceux que l'on voulait faire taire avaient souvent des choses intéressantes à dire. Et comme j'ai moi-même vécu depuis 30 ans dans ce bannissement, au fur et à mesure que j'avais à décrire des réalités qui ne voulaient pas être entendues, je suis devenu très sensible, en effet, à cette incapacité que nous avons aujourd'hui en France à débattre, sinon à être injurié, traité de tous les noms, et singulièrement Didier Raoult en a eu pour lui-même. Je passe sur les noms d'oiseaux, et simplement, il me semble que là aussi, il a révélé l'état d'esprit d'une société qui, malgré tout, par l'injure, veut imposer un discours officiel qui n'est pas le discours des réalités. Et j'ai même été surpris d'entendre sur votre plateau hier, Elliot Deval, dans l'émission de Mathieu Bocoté, notre ami Mathieu Bocoté, Alain Finkielkraut lui-même reprochait à Didier Raoult, dans le fond, d'être une sorte de complotiste, d'antivax complotiste qu'il assimilait à l'extrême droite, en reproduisant précisément les phénomènes d'exclusion que lui-même dénonçait quand il s'agissait de brandir la menace de l'antiracisme, afin que l'antiracisme
clos les débats sur tout ce qui nous concerne, sur l'immigration et sur le sentiment de dépossession culturelle. Et donc j'ai été très surpris et un peu navré d'entendre effectivement Alain Finkielkraut reprendre dans ce procédé manichéen de dire que ceux qui s'opposaient à la politique sanitaire étaient des antivax complotistes proches de l'extrême droite. Donc, je n'ai pas eu cette interprétation, mais c'est la vôtre bien évidemment. C'est ce que j'ai entendu. J'ai passé 2 fois la bande pour bien me faire comprendre de ceci. Et donc je suis irrité de cette manière dont Didier Raoult est traité, d'autant que la presse, qui encore cette semaine l'accable de portraits, naturellement, toujours pire encore, n'a jamais elle-même porté la moindre contradiction, le moindre regard critique à ses propres dérives, puisque c'est cette même presse qui s'en prend à Didier Raoult, qui, durant toutes ces dernières années, a cautionné le confinement, a cautionné l'efficacité des vaccins, et n'a pas voulu rendre compte, dans le fond, de cette évidence qui est qu'aujourd'hui, il y a eu une sorte de fake news, en tout cas, une fake news gouvernementale, à dire que le slogan « tous vaccinés, tous protégés » n'était que partiellement vrai, puisque l'on sait maintenant que ces vaccins ne protègent que les cas les plus graves et qu'ils ne protègent pas, en tout cas, à 99%, comme il était annoncé. Donc je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté également de la part des médias, mais ça, en effet, je reconnais que c'est tout à fait subjectif à vouloir accabler à chaque fois unilatéralement. Et d'ailleurs, ma première question, dans le fond, serait de savoir comment est-ce que vous réagissez vous-même à ce que les médias dressent de vous comme portrait, voire même à ce que Alain Finkielkraut a pu dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, a pu dire de vous en vous traitant d'antivax. Êtes-vous un antivax complotiste? Je vais vous dire, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit cette autobiographie. Moi, je sais très bien quel est mon camp. Dans mon camp, il y a des gens, mes parents, mes grands-parents, qui étaient appelés des terroristes, parce que c'était des résistants, à partir de 40. Ma grand-mère, qui faisait 1m50, qui avait 60 ans, a tenu pendant 3 mois, quand mon grand-père est parti dans le maquis, parce qu'il était repéré en 43, le réseau de résistance de Marseille a été déporté à Ravensbrück, après être passé à une prison qui sert maintenant à la direction des hôpitaux de l'assistance publique de Marseille, ce qui est quand même une espèce de coïncidence extravagante dont le monde rêve. Mon père a déserté de son poste pour devenir médecin-chef de la brigade d'Alsace-Lorraine de Malraux, qui est devenu son grand ami, si vous voulez. Donc moi, je sais quel est mon côté. Et la chose qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir rester en paix avec moi-même et de pouvoir regarder mes ancêtres, dont j'ai le portrait chez moi, avec dignité. Je ne veux pas avoir honte, je ne veux pas avoir peur. Et en même temps, j'aurais honte, si vous voulez, de me plaindre à côté de ce qu'ont vécu les miens. Mon grand-père était en prison en 40 parce qu'il a refusé de se rendre aux Allemands. Il était en prison en 44 parce qu'entre-temps, il était rentré dans l'Orchestre Rouge et qu'il était suspect d'être... Mais malgré tout, on a du mal à penser que vous n'êtes pas blessé par tout ce que vous pouvez lire. Vous allez me dire que vous ne lisez pas. Mais enfin, malgré tout, si vous écrivez ce livre autobiographique, c'est bien parce que vous voulez corriger une image qui ne correspond pas à ce que vous êtes, que vous donnez de vous-même. Je ne sais pas. C'est pour mettre je trouve que c'est bien de mettre les choses en perspective, si vous voulez. Encore une fois, j'entends souvent dire les uns l'élite des uns des autres. Moi, j'ai un de mes parents qui a été pendant longtemps directeur de Normal Sup. Si vous voulez, je ne suis pas ému par les gens qui ont fait l'ENA. Donc ces gens ne m'émeuvent pas. Voilà, c'est pas mon. J'ai un cursus et une histoire qui est la mienne. C'est ce que je dis souvent. Les gens me disent vous avez une bague de rocker. Enfin, je suis la 4e génération d'officiers de la Légion d'honneur, quand même. Vous savez, donc, on a une histoire, quand même, d'accord. Après, ça me laisse une liberté de m'exprimer, parce que, encore une fois, je ne suis pas à la recherche de lauriers extérieurs. Je n'ai pas besoin de popularité, et c'est pas mon métier. Vous n'y êtes pas insensible à la popularité, ne dites pas ça. Je sais pas, je préfère, je suis content. Les chauffeurs de taxi m'adorent, les Africains m'adorent. Globalement, les gens que je rencontre, vous savez, ils essaient plus de m'arrêter pour faire des photos et des selfies avec moi. J'ai pas besoin de CRS autour de moi pour me protéger. Moi, j'entends pas de concert de casserole et on m'insulte pas, jamais personne. Donc, si vous voulez, je préfère cette situation plutôt que celle de ce petit microcosme qui s'excite avec une espèce de... Il y a quelque chose qu'on appelle le quorum sensing en bactériologie. Je me permettrai de vous apprendre ça, qui est les modifications du comportement qui sont dues au fait qu'un certain nombre de gens
pense et parle de quelque chose. Et quand vous avez suffisamment de personnes qui pensent ça, eh bien, ça augmente d'une manière extrêmement importante la communication entre eux et l'excitation entre eux. Et donc, vous êtes dans un petit monde dans lequel le quorum sensing est atteint. Et donc, tous les journalistes s'excitent les uns les autres. Et comme ils jouent au ping-pong avec des politiques de passage, eh bien, tout ça s'énerve. Mais ça ne me concerne pas, je m'en fiche. Ça me gêne un peu dans mes activités parce que ça a des rebonds, que les gens s'imaginent que, vous savez, un procès c'est long, il faut qu'il y ait un procureur qui le saisisse, il faut qu'il y ait des juges qui le fassent. Au bout de 3 ans, on regarde s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Et donc, au bout de 3 ans, moi je sais très bien ce qu'il y a le résultat, il n'y a rien du tout. Donc, tout ça vous n'avez pas répondu à ma question de savoir si vous étiez un anti-vax et un anti-vax complotiste. Non, c'est complètement stupide. D'ailleurs, si les gens ont envie... Alors, il y a une autre chose. Je regrette qu'un certain nombre de gens pour qui j'avais du respect il y a 40 ans, enfin le temps a passé, soient devenus des Shadocks. Vous savez, Shadocks, quand j'étais jeune, c'était un dessin animé où on voyait des animaux complètement idiots qui n'avaient que 4 cases. Et donc, Gabus homo. Et donc, quand on avait besoin de leur enseigner quelque chose, il fallait chasser une des syllabes qu'il y avait dans une de ces cases pour leur faire rentrer autre chose. Et donc là, moi, j'ai l'impression de vivre au milieu des Shadocks. Donc, si vous voulez, à chaque fois que vous dites quelque chose, je dis, attendez, mais réfléchissez, les vaccins, c'est utile pour certaines personnes, dans certaines conditions et dans certains endroits. On ne peut pas faire un espèce de totem en disant... Et puis, pour vous dire la vérité, j'ai, moi, écrit en 93, à l'époque, la gauche était plutôt anti-vaccinale et la droite pro-vaccinale, parce que le monde change, tout le monde oublie ça. Puis ça a tourné, en particulier du fait du papillomavirus. Aux États-Unis, la droite est devenue anti-vaccinale et la gauche est devenue pro-vaccinale. Sinon, les gens qui étaient le moins bien vaccinés, c'était les gens de gauche en Californie. Ça, c'était New Age. Et donc, moi, je suis passé, après Kouchner, pour faire les dossiers, pour faire rembourser le vaccin de la méningite à hémophilus et le vaccin de l'hémodite B. C'est moi qui ai écrit les dossiers. Donc, ça veut dire que je suis anti-vaccinal. Et quand je suis arrivé au ministère de la Santé... 10 ans plus tard, en 2002, la demande de Jean-François Mattei, une des choses que j'ai faites, c'est il faut faire une réunion internationale pour rétablir, encore une fois après Kouchner, le niveau de vaccination de l'hépatite B au niveau qui est celui des pays développés, parce qu'on avait inventé en France, spécifiquement en France, et les mêmes qui disent maintenant que je suis un anti-vax disaient à l'époque que j'étais payé par l'industrie pharmaceutique au ministère de la Santé. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est haro sur le baudet. C'est juste, on peut trouver n'importe quoi, n'importe comment. Donc, ce qu'on est capable de dire, écrire, c'est simplement, c'est de l'ignorance, mais crasse. Il suffit de lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit un livre sur les vaccins. Il faut lire pourquoi les vaccins. Ça fait 10 ans que je demande pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas les gosses contre la varicelle qui a disparu aux États-Unis. Il y a 700 000 cas par an en France. Pourquoi ? Personne ne sait pourquoi. On reviendra en deuxième partie, si vous voulez bien, sur l'aspect plus médical des controverses et naturellement sur l'efficacité notamment. Non, mais c'est simplement, c'est idiot, c'est des qualificatifs d'imbéciles. Si vous voulez, c'est vraiment la conjuration des imbéciles, quoi. Les imbéciles sortent un mot-clé, alors c'est les antivax, je ne sais pas trop ce que c'est les antivax, si vous dites, écoutez, j'ai le droit de réfléchir, l'idée que ce vaccin va éradiquer une maladie qui est une zoonose, un virus qui mute à toute vitesse, et pour protéger des gens qui n'ont pas de risque, si vous dites, écoutez, vous ne voulez pas réfléchir 5 minutes, on vaccine ceux qui ont un risque, si ça, c'est être anti-vax, c'est la redéfinition de l'intelligence, là, dont on parle. Est-ce que vous voulez continuer cette discussion qui est passionnante ou vous voulez qu'on revienne sur les thématiques? On peut aborder quelques problèmes de société, malgré tout, si vous voulez, pour garder ce rythme-là. Ok, cher Yvan, parce que vous vouliez, dans cette émission quand même, et on reviendra évidemment sur l'aspect sanitaire, mais évoquer avec le professeur Raoult et Véronique Jacquier, évoquer 2 tragédies et ce que vous appelez une farce. Les tragédies, ce sont des bébés poignardés jeudi par un demandeur d'asile syrien, jeunes adolescents harcelés à l'école qui se suicident, et puis ce que vous considérez comme une farce, c'est une presse française qui prend au sérieux l'imposture de l'homme enceint, qui a fait la une d'ailleurs de Glamour britannique, c'est une une quasiment historique. Pourquoi vous mêlez en quelque sorte ces événements qui n'ont pas grand-chose à voir? Ces événements disparates parce que c'est l'actualité qui m'a imposé ces choix. Mais en même temps, j'ai trouvé dans ces dissonances-là peut-être ce qui pourrait caractériser le mal du siècle, qui serait ce dérèglement des esprits. On parle beaucoup du dérèglement climatique, et je pense que le dérèglement des esprits vous inspirera peut-être aussi un commentaire, dans la mesure aujourd'hui
où on s'aperçoit que beaucoup des élites qui nous gouvernent, beaucoup de gouvernements, beaucoup des élites, beaucoup des médias pensent faux. C'est-à-dire beaucoup de ceux-ci sont maintenant déconnectés du réel, ont une sorte de pensée folle qui a fait qu'effectivement, parce que nous n'avons pas bien pensé les structures du droit d'asile, vous avez eu ce drame atroce de bébés qui ont été poignardés, parce que nous n'avons pas voulu penser une école qui protégeait, nous avons eu ces collèges, ces jeunes filles délaissées par leur hiérarchie scolaire qui se sont suicidées, et parce qu'il y a eu un impensé également sur les changements de sexe. Vous avez maintenant un homme enceint qui a fait la une d'un magazine britannique, et toute une partie de la presse a repris en fait ce mensonge de l'homme enceint. Et je trouve très intéressant de voir que nous vivons aujourd'hui dans cette société du mensonge, et ça me paraît assez révélateur dans le fond de cette incapacité que nous avons maintenant à argumenter, sinon à argumenter sur des faits qui sont des faits trafiqués. Et les médias, de mon point de vue, tombent dans ce piège précisément en participant à cette falsification. Et je vous ai entendu, professeur, nous dire que vous parliez de la conjuration des imbéciles. Qui sont ces imbéciles, dans le fond? Si vous voulez, il s'est petit à petit développé une manière de penser et une hiérarchie des questions qui ne correspond pas à la réalité observable. Je vais essayer de m'expliquer. Il y a quelques années de ça, au moment où on parlait effectivement de l'importance de la communication sur les réseaux sociaux, tout le monde disait, dans les réseaux sociaux, on dit que des bêtises, et puis il y avait un très joli travail qui avait été publié où on disait, vous voyez, on va juste tomber en plein milieu, voilà, si vous regardez les plus grands médias du monde, New York Times, Guardian, je pense que c'est pareil dans le monde, et vous regardez quels sont, quand on parle de la mort, quels sont les sujets dont on parle. Alors, on parle des homicides, du terrorisme, des suicides. Et ça représente, dans les pays développés, 3% de la mort. Et ça représente 70% de ce dont on parle dans la presse. Mais si vous regardez dans les réseaux sociaux, ça ne représente plus que 30% des causes de mort. C'est-à-dire, on parle de tous les autres. Ce qui veut dire que il y a un goulot d'étranglement dans la presse qui fait qu'on ne parle plus que d'un certain nombre de choses qui sont des choses de plus en plus exceptionnelles, de plus en plus marginales. Et on a l'impression que, effectivement, moi personnellement, chacun vit sa sexualité, ce qu'il fait exactement comme il veut. Le fait de ne plus penser qu'à ça ne représente pas le fait que, brutalement, 80% de la population a changé ses habitudes sexuelles. Je ne le crois pas plus que je crois que le risque le plus important de mourir, ce soit des drames que l'on observe, mais qui ne représentent qu'une partie extrêmement faible des risques et des problèmes auxquels nous faisons face. Donc on n'y peut rien, il y a une espèce de sensationnalisme qui s'est installé depuis des lustres dans la communication, et finalement on ne parle plus que de choses qui sont totalement exceptionnelles, si vous voulez, qui ne représentent pas les problèmes de fond que nous voyons actuellement. Je vais vous donner un exemple peut-être plus précis. Aux États-Unis, donc, moi je m'intéresse beaucoup au phénomène de fond, je veux être d'accord avec moi-même. Et donc un des éléments de fond sur lequel on peut réfléchir, c'est celui de l'espérance de vie. Ou plutôt que de l'espérance de vie qui est une spéculation, de l'âge de la mort moyen actuellement. D'accord ? Ce que l'on a pu voir aux États-Unis, c'est une régression absolument spectaculaire depuis le début de cette crise. Ça avait commencé avant. Ça fait 10 ans que l'espérance de vie diminue aux États-Unis. Mais au cours des 3 dernières années, ils ont perdu plus de 5 ans d'espérance de vie. Actuellement, l'espérance de vie des États-Unis est inférieure à celle des pays du Maghreb, de la Chine, de Cuba, d'accord, et probablement à la 40e ou la 50e place, alors que c'est eux qui dépensent le plus d'argent dans la santé, et c'est eux qui ont les ressources les plus importantes du monde. Ça, c'est une question importante. Ce qui s'est passé en Angleterre, c'est la même chose. L'Angleterre est en train d'avoir une pente descendante sur l'espérance de vie qui a commencé il y a 10 ans. Donc, il y a des questions de fond. Il y a 10 ans, on nous racontait, je suis sûr que vous aviez déjà des interlocuteurs là-dessus, qu'on allait vivre jusqu'à 120 ans, jusqu'à Global, ceci, cela. Non, non, c'est pas vrai. L'espérance de vie est en train de diminuer dans les pays les plus riches. Ça, c'est un problème de fond. C'est pas un problème ponctuel. C'est un problème de fond. Et c'est pas, effectivement, quelques éléments ponctuels
tous les éléments ponctuels ont une importance, en fait, en nous obligeant à réfléchir à la situation. Cela étant, il y a des problèmes de fond, moi, dont je n'entends pas parler, qui me paraissent absolument spectaculaires. Là, il y a eu une épidémie de drogue absolument phénoménale, instrumentée par McKinsey et l'industrie pharmaceutique, l'Oxycontin. 500 000 morts aux États-Unis, c'est en train d'arriver en Europe, ça a commencé en Écosse, et on distribue de la morphine comme des bonbons, et à la fin, les gens meurent. Et ça, ils en meurent par centaines de milliers. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Vous voyez ? C'est-à-dire ça, on est face à une crise de civilisation sur la morphine, c'est-à-dire le fait de ne plus supporter ni la douleur, ni l'inquiétude, ni l'angoisse, fait qu'on est des pays drogués. Et ça, c'est un problème qui me paraît absolument fondamental. Et on s'intéresse à l'accessoire, c'est ce que vous nous dites. Non, on s'intéresse à des problèmes qui ne sont pas inintéressants, mais qui sont des problèmes. On ne peut pas s'intéresser qu'à ça. Vous voyez que. Mais moi, je fais partie pour répondre. Vous voyez, honnêtement, c'est un gadget de parler de moi. Ça n'a strictement aucun intérêt. Le vrai problème, on en parlera tout à l'heure. Le problème, c'est que effectivement, on a les taux de mortalité les plus bas au monde et que plus personne ne peut les contester parce que ce qu'on disait, c'est qu'on mentait, qu'on cachait les morts. Maintenant, on voit que c'est pas vrai. C'est impossible de le faire. Oui, on va y revenir en deuxième partie. Véronique Jacquier. Oui, parlons du fond, justement. Yvan a évoqué le dérèglement des esprits. Moi, je voudrais qu'on parle de l'esprit de résistance à travers ce qui s'est passé à Annecy. Et ce jeune homme, Henri, qui a témoigné d'un courage héroïque, mais après tout, lui-même a dit qu'il n'avait fait que ce qu'il avait à faire. Mais je pense que si ce garçon était capable de faire ce qu'il avait à faire, c'est sans doute parce qu'il avait une formation, il avait été capable d'un engagement dans le scoutisme, mais aussi d'un engagement spirituel, d'une profondeur liée à ses études. Et donc cet esprit de résistance, il ne vient pas de nulle part. Il est nourri, il est approfondi, il y a quelque part une éducation à un esprit de résistance. Alors vous avez évoqué au début de l'émission vos parents qui étaient résistants, vous êtes vous-même un résistant. Vous vous nourrissez comment, justement, pour être à la hauteur de votre engagement de résistant? Qu'est-ce qui fait vous? Qu'est-ce qui anime la flamme? Le jeune Henri parlait de grandeur. Vous avez dit... vous avez parlé finalement de la médiocrité des réseaux sociaux, du côté mimétique des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites de cette grandeur? Non, mais moi, je crois beaucoup. Et je pense que c'est un des points, certainement, dans lequel j'ai des soucis avec l'évolution actuelle de notre société. Moi, je crois au modèle. Voilà. Je crois au modèle. Je pense qu'on a besoin de modèles, et dans tous les domaines. Moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les modèles. Et vous avez vu, j'ai dédicacé mon livre à Mohamed Ali, Cassius Clay, qui pour moi, le modèle de la résistance, le type qui est champion du monde, qui refuse d'aller faire la guerre au Vietnam parce qu'il n'a rien contre les Vietnamiens. On le déchoit sans titre, il n'a plus le droit de se battre pendant 5 ans, il perd tout, et il revient, et il regagne. Ça, voilà, ça pour moi, c'est un modèle. C'est le modèle de ma jeunesse. Quelle résistance, quelle force. Et donc, on a besoin de modèles. On a besoin de modèles dans le sport. Mais dans le sport, je préférais Cassius Clay que d'avoir des gosses de 18 ans milliardaires dans des Ferrari. Je pense que c'est indécent. Oui. Les modèles, c'est pas ça. Pour moi, les modèles, c'est les gens qui vont jusqu'au bout de leur courage, qui vont jusqu'au bout. Excuse de dire ça. Djokovic, voilà, modèle. Ah, du courage. Courage. On l'empêche de jouer. Il revient, il gagne et il fait plus que n'importe qui. Ça, c'est du courage. Le courage, il peut être là. Et le courage peut être dans l'écriture. Le courage, il peut être dans la peinture. Le courage, c'est-à-dire le fait d'aller jusqu'au bout de ce que l'on croit être indispensable, c'est du courage et ça donne des modèles. Et puis, c'est la seule chose qui soit intéressante. De toute manière, moi, j'ai dit ça quelquefois, les gens ont repris ça. Vous savez, si c'est pour suivre le troupeau, vous n'avez pas besoin de cerveau. Vous avez besoin de 4 pattes et pour suivre le troupeau. Hein. Donc, si vous voulez faire quelque chose de votre vie, vous êtes bien obligé d'avoir un choix individuel. La publicité, on revient dans un instant, évidemment, pour la suite de cet entretien où j'imagine que vous reviendrez longuement sur la crise sanitaire et puis sur les polémiques autour de Didier Raoult, ces 16 sociétés savantes qui dénoncent des essais cliniques sauvages sur 30 000 patients, des accusations qui sont lourdes. Vous allez répondre à ces questions après la publicité. Quasiment 20h30 sur CNews, on poursuit notre émission spéciale avec comme invité exceptionnel Didier Raoult, Yvan Rioufol bien sûr et là Véronique Jacquier également. Le point sur l'information et on reprend l'entretien dans un instant. Isabelle Puyboulot.
La ville d'Annecy unie face à la barbarie. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées lors d'un rassemblement citoyen pour célébrer les victimes et héros de l'attaque au couteau de jeudi. Le maire a appelé dans son discours à faire le choix de l'amour contre la destruction. L'assaillant, lui, mutique depuis son interpellation, a été placé à l'isolement dans le centre pénitentiaire d'Éton en Savoie. Dans le Val d'Oise, un homme de 46 ans a été écroué, mis en examen pour assassinat après avoir poignardé son employeur vendredi à Boissy-l'Aillerie. Touché par plusieurs coups de couteau, le chef d'entreprise était âgé de 36 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête, un contentieux sur des salaires impayés et une rupture des liens contractuels seraient à l'origine du passage à l'acte. Enfin, impossible n'est pas Djoko. Novak Djokovic a remporté Roland-Garros aux dépens de Casper Ruud au score 7-6, 6-3, 7-5. À 36 ans, le Serbe retrouve sa place de numéro 1 mondial et devient le premier homme à remporter 23 titres en Grand Chelem. Il n'est plus qu'à une longueur du record absolu établi par l'Australienne Margaret Court. Merci, chère Isabelle. Didier Raoult, vous reviendrez dans un instant avec Yvan sur ces accusations des sociétés savantes qui dénoncent des essais cliniques sauvages. Moi, j'avais une question. Le 31 mai dernier, l'IHU a été perquisitionné, l'IHU de Marseille, d'une enquête qui a été ouverte en juillet dernier. L'IHU, c'est votre bébé. Oui. Comment vous l'avez vécu, cette perquisition ? Vous n'y étiez pas, mais le fait que votre lieu ait été perquisitionné. Assez banalement, c'est des gens qui faisaient leur métier sur des sujets, d'ailleurs, contrairement à ce qui a été dit après, ce qui n'avait strictement rien à voir avec le traitement sur l'hydroxychloroquine. Il y avait, parmi les sujets, il y avait 3 sujets qui étaient: est-ce que nous avions suivi le règlement pour prélever de la salive chez des gens pour faire de la recherche ? Est-ce que, alors ça c'était les pédiatres qui nous avaient envoyé des urines pour savoir si on regardait du cytomégalovirus. J'ai trouvé que la disproportion entre cette mobilisation et la nature des questions est une des choses. Vous comprenez pourquoi après je ne suis pas tellement atteint par tout ça. Je trouve qu'on est arrivé à un niveau qui est cocasse. C'est cocasse, pour moi c'est cocasse. On dit, c'est terrible. Alors, chez le professeur Raoult, d'ailleurs dans aucune des 7 études dont l'investigation a été faite, je n'étais l'investigateur. Donc c'est très intéressant de voir ça, voilà. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est criminel? Vous n'avez pas suivi la procédure? Je crois qu'on a suivi la procédure et que le temps le dira parce qu'on a sorti tous les papiers. Vous n'avez pas suivi la procédure pour prendre des salives, pour faire 3 études. Non, mais vous vous rendez compte du point où on est arrivé? Enfin, vous vous rendez compte? Ouais. Donc il y a un vrai problème là, un vrai problème de fond qui explique d'ailleurs la violence de la réactivité. Il y a un vrai problème. Il y a des problèmes de morale. Moi, je finis par être irrité par le fait qu'on revienne à l'éthique plutôt qu'à la morale. Il y a un problème de morale, un vrai problème de morale. Normalement, et c'est prévu ça dans les déclarations d'Helsinki, vous ne pouvez pas demander à un malade de rentrer dans un essai thérapeutique, un vrai, parce qu'on fait nous c'est soigner, un essai thérapeutique sur lequel vous allez gagner de l'argent, soit en nature, soit de manière indirecte, sans le dire à votre malade. Théoriquement, c'est quelque chose qui est immoral. Vous avez un rapport avec votre malade. Si vous gagnez de l'argent, s'il rentre dans un essai thérapeutique, vous devez lui dire. D'accord ? Et que si vous parlez ici sur un plateau, et que ce que vous dites a quelque chose à voir avec l'argent que vous avez touché, ce que personne dans nos télévisions ne fait, personne ne déclare ce qu'est la loi, les conflits d'intérêts. Si vous permettez, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs comprennent exactement de quoi l'on parle. Là, vous défendez à nouveau l'efficacité de l'hydroxychloroquine et l'on vous reproche d'avoir mené une étude qui était une étude qui n'était pas... Donc, qui ne correspondait pas au label officiel. C'est bien cela. Non, je répondais à la question de votre collègue. Sur la perquisition. Oui, la perquisition, ça n'avait rien à voir avec ça. Mais c'était sur la forme, le fait qu'on perquisitionne l'IHU. Mais la polémique aujourd'hui vient de cette étude sur l'hydroxychloroquine. Non, mais c'est une autre question. Oui. La perquisition n'avait rien à voir avec... C'était sur une enquête de l'été dernier. Excusez-moi. Et sur la forme, c'est-à-dire le fait que l'IHU... C'était les crachats, c'est autre chose. D'accord. Bon, pardon. Les crachats et les pipis. Alors c'est autre chose, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Cette question qui a suscité toute cette hystérie et qui a mobilisé toutes les attentions, de savoir si oui ou non l'hydroxychloroquine peut être efficace, si elle est bien dosée, etc., dans un protocole de soins. Voilà, mais ça c'est la vraie question. Et c'est la question d'ailleurs que vous avez remarqué que personne ne pose.
Vous avez remarqué que personne ne pose la question de savoir, alors finalement ça marche ou ça marche pas. Voilà, alors finalement ça marche ou ça marche pas. Et donc, mais je termine la question pour que les téléspectateurs comprennent. Est-ce que vous avez donc fait une étude sur 30 000 cas qui a jugé qu'elle n'était pas valide parce que pour des raisons de procédure. Et vous avez retiré cette étude pour l'instant. Donc, ce qu'on a fait, où nous en sommes. Ce qu'on a fait, on a soigné les malades. On n'a pas cessé de soigner les malades. Parmi les soins que nous avons donnés, il y a des gens qui ont reçu de l'hydroxychloroquine, il y en a qui ont reçu de l'ivermectine, il y en a qui ont reçu de l'azithromycine, il y en a qui ont reçu des corticoïdes, il y en a qui ont reçu d'autres antibiotiques, d'accord ? Ce qui est, et si vous regardez, au lieu de vous focaliser sur 2 études dont je vous dirai tout le mal que je pense, vous regardez ce qui a été fait dans le monde, il y a eu 2600 études qui ont été faites sur les traitements des Covid, des traitements comparatifs des Covid, les études précoces et les études tardives. Sur ces 2600 études, il y en a plus de 400 qui ont utilisé l'hydroxychloroquine. Et les résultats sont d'ailleurs à peu près comparables aux nôtres. Si vous donnez ça précocement, vous épargnez 70% de morts. Si vous donnez ça quand ils sont hospitalisés, vous épargnez entre 30 et 40% de morts. C'est ce que nous, on a publié. C'est même encore plus satisfaisant que ça, puisque chez les gens hospitalisés qui prenaient hydroxychloroquine, azithromycine, la mortalité était de 7%. Ce qui est la plus basse mortalité de toutes les études qui ont été publiées au monde, aujourd'hui. Et pour le savoir, il suffit de regarder, il y a un site qui s'appelle earlyc19.com pour regarder, et tout ça est décrit dans les détails. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette étude, personne ne parle du résultat. D'accord ? D'ailleurs, la dame du Figaro qui m'a interviewé, elle m'a dit surtout, je ne parle pas des résultats. Donc, pourquoi cette étude a suscité encore plus d'excitation que les autres ? C'est que jusqu'à présent, il restait une ressource, c'est de dire non, ils mentent. Non, ils cachent. Moi, j'ai un collègue que je connais depuis 30 ans qui a dit sur un de ses plateaux, écoutez, non, on sait qu'il y a des morts qu'ils n'ont pas déclarés. D'accord ? Là, c'est impossible. Ce qu'on a fait, on a pris 3 sources externes et les morts, on les a comptés par l'INSEE. Tous les gens qui avaient été traités à l'IHU, on a regardé ceux qui étaient morts dans les 6 semaines suivantes. D'accord. D'accord ? Donc, il n'y a pas de mort. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à cette étude, alors ? Non, mais ce que vous croyez que vous pouvez dire face à face à quelqu'un, vous savez que vous êtes trompé depuis 2 ans, que vous avez interdit les médicaments qui marchaient. C'est uniquement ça. Et quand on vous dit, non, mais attendez, on n'avait pas le droit. Moi, on m'a déjà fait le coup. Je suis déjà passé devant le Conseil de l'Ordre pour dire, vous n'avez pas le droit de passer hydroxychloroquine. En décembre 2021, le Conseil de l'Ordre a répondu « Non, M. Raoult avait parfaitement le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, il n'a pas fait de faute, il n'a pas mis ses malades en danger. » Je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Donc, simplement, ce n'est pas parce qu'un ministre qui ne sait pas ce qu'est l'hydroxychloroquine a une opinion dessus que ça change, moi, mon opinion, alors que j'utilise l'hydroxychloroquine pour les maladies infectieuses depuis 30 ans, quand même. Il y a un pharmacocinéticien là, qui dit « À ces posologies, ça ne marche pas. » Mais vous savez, j'ai fait 10 000 dosages, moi, d'hydroxychloroquine dans ma vie. Donc, je sais très bien comment ça marche. Hein. Mais est-ce que la violence des réactions à votre égard ne vient pas de cette grave accusation que vous portez de suggérer, de dire que des morts auraient pu être évitées. Donc, il y a eu des morts qui ont été causées par ceux qui ont interdit de prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que je dis... Et vous évaluez ces morts à combien ? Je ne sais pas, j'aime pas faire de spéculation parce que, y compris parmi tous les autres morts, les gens qui sont morts ou qui ne sont pas morts, je ne sais pas par quoi, je sais exactement par quoi ils ont été traités chez nous. La manière dont ils ont été traités ailleurs, je n'en sais rien. Mais encore une fois, les données que je vous donne, c'est des données que vous pouvez regarder sur Early. Vous savez, j'ai indiqué plusieurs sites depuis le début de cette histoire. Maintenant, tout le monde connaît Euromomo, Eurofordoc, c'est moi qui vous ai appris ça quand même. Hein. Donc là, je vous en apprends un autre. C'est Early C19, vous n'avez qu'à regarder. Dedans, il y a 2600 études analysées. Ouais. Et donc, quand je vous dis, vous évitez 70% des morts si vous traitez tôt, vous faites un calcul de ce que c'est. Oui. Mais pourquoi avez-vous retiré cette étude qui avait été mise en ligne ? Non, mais après, précisément, c'est que cette polémique... Vous vous rendez compte que quand même, il y a un ministre qui s'est permis de dire devant le Sénat il y aura des sanctions contre tous les signataires de cette publication. Dedans, il y a des jeunes. Moi, personnellement, ce que dit le ministre, j'attendrai ce que dira la justice s'il y a quelque chose à dire. C'est pas sûr que le ministre ait moins d'ennuis que moi dans les années à venir, vous savez. Mais pour les plus jeunes qui sont face à cette situation... C'est pour les protéger, donc. C'est pour les protéger. Vous savez, c'est le règne par la peur, actuellement. On essaie de terrifier les gens par la peur. Ouais. Donc, si vous restez sur cette... Et donc, moi, je ne veux pas que dedans, ceux qui avaient le plus peur se retirent. Et, bon, il y a quoi, ceux qui soutenaient ce travail auraient dit c'est des traîtres.
Et donc, on a dit, écoutez, on prend une décision collective qui est de dire, on enlève ce papier-là, et puis, si un autre papier doit y être, et il y en aura un, moi, j'y serai parce que j'ai peur de rien. Mais je ne veux pas entraîner des gens à être menacés, à avoir des sanctions, parce qu'il y a des gens qui manient des outils dont je ne pensais pas que je les verrais un jour. Véronique Jacquet. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la question des conflits d'intérêts. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce que vous avez un jour suggéré, à savoir des conflits d'intérêts chez certains de vos adversaires ? Écoutez, c'est pas... Après, là aussi, c'est facile à voir. Hein. Il y a un site qui s'appelle là Eurofordox. Vous pouvez regarder. On a regardé très facilement. Dans les sociétés savantes qui ont signé cette espèce de pamphlet contre moi ont reçu 37 millions d'euros de l'industrie pharmaceutique ces dernières années. Donc, ce n'est pas un peu d'argent. Hein. C'est énormément d'argent. Donc on est dans une situation dans laquelle les gens font comme si c'était du complotisme de dire que les industriels qui vendent, qui commercialisent, peuvent faire de la corruption. On ne va pas dire qu'ils le font tout le temps, mais ils peuvent le faire. Et l'industrie pharmaceutique, comme l'industrie automobile, comme le pétrole. Vous appelez ça de la corruption? C'est de la corruption. Mais tout le monde appelle ça de la corruption. Il n'y a que dans ce pays qu'on ne sait même pas que ça existe. Ouais. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous faire offrir un café par un industriel. Vous n'avez pas le droit. Je sais pas, il y a une dizaine d'États, dont le Massachusetts, où vous ne pouvez pas accepter de boire un café qui vous est offert. Moi, ça fait depuis 1999 que je n'ai pas accepté de prendre un repas payé par l'industrie pharmaceutique ou un café ou une bière ou un cadeau. Parce que ça change la nature des rapports et ça n'est pas comme ça qu'on fait. La loi française impose, elle n'est pas appliquée. Et vous ne l'appliquez pas, de demander aux gens, quand ils parlent d'un sujet, pour savoir s'ils n'ont pas un conflit d'intérêts. Si vous le faisiez, vous n'avez qu'à regarder le nom de tous les gens, puis vous le regardez, c'est pas difficile, vous regardez le nom, vous regardez combien ils ont reçu dans les 7 dernières années, vous allez être effaré. Et ça, c'est un problème de morale, c'est-à-dire que les déclarations de conflit d'intérêts, c'est un problème de morale qui est effectivement parfaitement clair dans la déclaration d'Helsinki, qui devrait être notre point commun dans l'éthique. Notre point commun dans l'éthique, c'est pas de savoir si vous avez demandé 4 fois d'utiliser de la salive ou du pipi, c'est de savoir, attendez, je suis en train de gagner de l'argent sur votre dos sans vous le dire. Ça, c'est un problème moral. Une autre... Donc les cobayes, moi, je sais où ils sont. Et puis je vais finir sur l'éthique pour vous dire quelque chose. Il y a eu un vrai problème de décès illégal. Un vrai problème. C'est le problème de la vaccination généralisée. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir faire quelque chose qui est encore en phase 3, ce qui était le cas du vaccin, on est obligé de vous demander votre consentement éclairé. C'est-à-dire, on est obligé de vous dire, écoutez, voilà, ce vaccin est en phase 3, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous le fasse ? D'accord ? Mais le consentement éclairé, si vous regardez, pareil, la déclaration d'Helsinki, ça veut dire qu'on vous menace, on ne vous demande pas un consentement éclairé avec un revolver sur la tempe. On vous dit le consentement éclairé... Le revolver étant le pass vaccinal. Le pass vaccinal, l'emploi, fou dehors si vous ne le faites pas. Donc, le consentement éclairé, dans tous les papiers, c'est pour ça que je peux vous dire, il y a des centaines de papiers qui passent par la commission de protection des personnes. On dit et on explique bien précisément, si vous refusez, vous n'aurez aucune conséquence négative, sauf pour ça. Ouais. Et on ne dit pas, on n'exige pas dans les comités de protection des personnes que les gens mettent dans l'information aux patients que le médecin qui l'inclut dans son protocole va gagner de l'argent. Ouais. D'accord ? Ça, c'est des problèmes moraux. C'est pas de la fantaisie. Quant à nous, ce que l'on a fait, on a traité les gens comme on pensait qu'on devait le traiter pour le mieux. On avait publié d'ailleurs la moitié de cette étude l'année dernière sur la moitié des gens, il y en a 13 000 sur les 30 000 qui ont déjà été publiés. On n'a jamais fait que continuer ce qui marchait. Et imaginez que vous veniez, les gens qui venaient chez nous, ils venaient pour être soignés. Hein. Imaginez que je vous dise, écoutez, voilà, on a publié, nous, que ça diminuait la mortalité de 50%, mais je ne peux pas vous le donner, donc je vais vous donner quelque chose dont je ne sais pas si ça marche. D'ailleurs, vous êtes un peu fou. Et précisément sur cette affaire des vaccins, la presse vous a fait dire que, dans le fond, vous étiez revenu sur vos réticences à admettre l'efficacité des vaccins, dans la mesure où vous auriez dit que les vaccins avaient évité des morts, par là, en tout cas, des personnes âgées. Est-ce que vous confirmez que les vaccins, malgré tout, peuvent être efficaces ? Tout à fait. Est-ce qu'ils sont efficaces en règle générale ? Ou parce que vous avez l'air de suggérer que d'avoir fait vacciner tout le monde était inutile. Est-ce que c'était inutile ? Est-ce que c'était utile ? Quel est le bilan que vous tirez de ces vaccins ? Écoutez, la vaccination, d'abord, tout ça est venu du fait qu'au lieu d'avoir des gens qui réfléchissent, on avait des informaticiens qui faisaient les statistiques. Tout ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire que nous, on savait déjà que le virus faisait des allers-retours avec les animaux.
Donc qu'est-ce que vous faites pour les animaux? Donc si vous dites, voilà, mettez un vaccin, la baguette magique, j'ai expliqué plusieurs fois, il n'y a pas de baguette magique. Vous ne pouvez pas avoir une baguette magique en vaccinant les hommes qui va empêcher que les virus qui sont passés chez les animaux reviennent chez l'homme. Nous, on sait que la plus grosse, celle qui a le plus tué d'épidémies, elle vient de l'élevage de visons d'Eure-et-Loir. Il n'était pas vacciné. Après, maintenant, on sait qu'il y a les chats, on sait qu'il y a les chiens, on sait qu'il y a maintenant, avec le Omicron, on sait qu'il y a les muridés, peut-être les surmulots. Vous aurez peut-être ça, un nouveau variant qui viendrait sur surmulot parisien. Mais globalement, donc, quand vous parlez d'une zoonose, c'est une maladie qui est commune à l'homme et aux animaux, vous ne pouvez pas penser qu'en vaccinant que les hommes, vous allez arrêter l'épidémie. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu disparaître l'épidémie. Vous n'avez pas vu disparaître l'épidémie. D'ailleurs, Pfizer l'a dit lui-même, c'est pas du complotisme, il a dit nous n'avons jamais testé la contagiosité. Ils n'ont pas testé la contagiosité. Donc la vaccination générale, ça n'avait d'intérêt que si on pouvait éviter la contagiosité. Sinon, il fallait cibler, comme on aurait dû le faire depuis le début, il y aurait beaucoup moins de morts, la population qui risque de mourir. Or, la population qui meurt, c'est les gens, la moitié des gens qui sont morts avaient plus de 85 ans. Nous, l'âge de la mort moyen chez nous, c'est 80 ans. C'est pas... Et donc, on sait qu'il n'y a pas de mort avant 50 ans ou avant 45 ans. Il y en a 1 sur 10 000 infectés. Ouais. Donc, pour pouvoir éviter une mort chez les moins de 45 ans qui n'ont pas de pathologie par ailleurs, je sais pas, il faut faire 1 million de vaccins. Donc, il y a eu une erreur à faire vacciner la population entière. On est bien d'accord, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Ouais, et singulièrement les enfants, c'était également inutile. Exactement. Et donc, il ne fallait donc faire vacciner que les personnes au-delà de 85 ans. C'est ce que vous nous dites. Non, au-delà. Vous remarquez d'ailleurs, je suis très content. Vous voyez, le président Macron dit comme moi. Maintenant, il dit qu'il faut vacciner les gens de plus de 75 ans. 75 ans. Donc, ce que m'on reproche là, c'est quoi? D'avoir dit ce qui se passait, parce que je suis un vrai scientifique. J'ai dit ce qui allait se passer avant les autres, parce que, alors que tout le monde disait non, il faut nous sauver, vaccinez-nous. Donc, vous n'êtes pas étonné qu'on me reproche ça, alors que le président Macron, il dit la même chose que moi maintenant. Oui. Mais moi, la différence, c'est que je le disais avant, c'est tout. Hein. Et est-ce que vous avez mesuré les effets secondaires dont certains médecins nous disent qu'ils n'existent pas, que c'est également une sorte d'invention de ceux qui voudraient... Non, les vaccins si vous voulez, non, mais là aussi, c'est un discours pour Shadok, ça. De dire quoi? De dire qu'il n'y a pas de vaccin qui n'ait pas d'effets secondaires. Tous les vaccins, c'est toujours... Tous les actes thérapeutiques, tous les actes de prévention sont toujours une balance entre les bénéfices et les risques. Donc, si vous n'avez aucun bénéfice, il n'y a pas de risque tolérable, même s'ils sont rares. C'est ça le problème. Et bien sûr, moi, j'ai vu des choses que... On a été le premier centre à vacciner, contrairement à ce que j'en raconte à Marseille, on était le premier centre à vacciner, à l'IHU. Hein. Et donc, il se trouve qu'on a eu une personne qui a été vaccinée et qui a fait, comme c'est très bien décrit, il n'y a que les ignorants qui ne savent pas ça, les vaccins avec AstraZeneca donnés, mais maintenant ça a été décrit à Pfizer aussi, donnent des thromboses d'une veine du cerveau qui se traduit par une thrombose de la veine de la centrale de la rétine, qui fait que les gens perdent un œil. Et la jeune fille n'a toujours pas récupéré la vision. C'est quelque chose qui a été écrit. Moi, j'étais le premier à le dire en France. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Les Anglais ont retiré la vaccination par AstraZeneca chez tous les gens qui avaient moins de 50 ans. Moi, j'ai dit, attention, c'est les femmes de moins de 50 ans qui font ça. J'étais le premier à le dire. Mais tout le monde est d'accord avec ça. Les myocardites, ce n'est pas moi qui les ai inventés. C'est les Israéliens qui l'ont décrit. Maintenant, jusqu'au moment où on a eu les examens à l'impact des gens qui étaient morts de ça, il y a des gens qui disaient que soit c'était pas vrai, soit c'était pas grave. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit fréquent, mais ça veut dire que comme il n'y a pas de bénéfice quand on a moins de 45 ans à être vacciné, et que les gens qui sont... C'est pour ça qu'il n'a pas eu tort Djokovic. Les gens qui font des myocardites, c'est les gens qui ont entre 15 et 25 ans. Le risque et le bénéfice ne sont pas de même nature. Donc les risques, si je vous comprends bien, les effets secondaires qui existent dans tous les vaccins, j'ai bien compris, dans tous les médicaments, sont quand même, malgré tout, concernant ces vaccins anti-Covid, bien supérieurs à la moyenne des effets secondaires. C'est ce que vous nous dites aussi. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'effets secondaires qui n'ont pas été très étudiés. Là, il est sorti un travail, par exemple, moi je connaissais parce que, encore une fois, j'ai été très... impliqués au moment du bioterrorisme. Et au moment du bioterrorisme, s'est posé d'un coup la question, est-ce qu'il faut revacciner? Parce qu'il y avait encore des gens qui font des modèles qui disaient, écoutez, si Saddam Hussein a le virus de la variole et qui relargue 10 personnes infectées avec le virus de la variole dans 10 hubs d'aéroports, il y aura 1 million de morts. Donc tout ça, c'était de la science-fiction. Et du coup, ils ont vacciné tous les soldats américains parce qu'ils se sont auto-intoxiqués eux-mêmes avec le virus de la variole, dont on n'avait jamais étudié à l'époque proprement, parce qu'on vaccinait que les enfants, les tout petits,
les effets chez les adultes jeunes. Et donc là, ils ont eu effectivement des morts par myocardite, et c'est la première fois qu'on voyait qu'il y avait autant de morts par myocardite. Donc maintenant, on sait que c'est vrai. On a découvert l'importance des myocardites seulement il y a 20 ans, au moment de la guerre du Golfe. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte du fait qu'il existait des myocardites, et que donc les gens ont commencé à se poser la question de savoir s'il ne fallait pas, quand les gens avaient des douleurs après vaccin, vérifier que ce n'étaient pas des myocardites légères ou sévères. Donc c'est un domaine qui n'était pas connu et qui n'était pas exploré. Donc maintenant qu'on l'explore, on en trouve. Donc encore une fois, tant qu'il existe, vous savez, la lutte, tout ça, et encore une fois, je m'excuse de répéter, tout ça montre la totale ignorance de la plupart des gens qui parlent de ça. Si vous voulez savoir si un vaccin marche, moi j'ai fait des cours toute ma vie sur les vaccins. Un vaccin qui marche, d'abord, c'est des vaccins qui marchent sur des maladies qu'on fait qu'une fois. Si vous faites une maladie qui fait la rougeole, la rubéole, la varicelle, encore une fois, qui n'est pas remboursée ni même recommandée en France, les oreillons, tout ça, c'est des maladies que vous ne faites qu'une fois. C'est des maladies de l'enfance, on fait ça qu'une fois. Là, de trouver un vaccin qui marche, c'est très facile, puisque on a une immunité, ça marche moins bien que l'immunité naturelle. Parfois, il faut faire 2-3 vaccins, mais ça marche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La maladie disparaît. Et donc, vous voyez, toutes ces vaccinations, vous avez vu, la diphtérie, la polio, ça a disparu à 99%. Tout ça, vous avez une cassure et ça disparaît. Sur la grippe, on connaît bien la grippe, on fait des vaccinations sur la grippe depuis très longtemps. Vous ne voyez pas la grippe disparaître, il y a toujours autant de grippe. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas dire que tous les vaccins ont le même effet. Il y en a qui éradiquent les maladies, mais quand vous êtes dans une maladie dans laquelle il y a des virus qui se remarient entre eux pour faire de nouveaux virus ou qui mutent, pour avoir quelque chose qui soit définitif sur quelque chose comme ça, vous n'y arrivez pas. Et c'est pas, la grippe, ça ressemble beaucoup au coronavirus, une zoonose. Il y a des morceaux qui se recombinent, les virus changent, et les maladies pulmonaires comme ça sont assez peu immunisantes en réalité. Vous avez bien, on peut même faire 2 grippes dans l'année. Donc là, nous, on savait très tôt que les coronavirus, vous pouviez faire 2 infections par le coronavirus à 6 mois d'intervalle. Donc ça veut dire que vous n'arriverez pas à avoir un vaccin qui aura une efficacité qui sera supérieure à celle de l'infection naturelle. Donc ça, c'est juste de la connaissance basique. Je vois que Véronique veut poser des questions, mais il ne reste plus qu'une minute. Oui, rapidement, avec du recul, le confinement, c'était une bonne idée ou pas? Et pour vous, quelle est l'origine du Covid? Alors, vous avez une minute. Pour le confinement, c'est très beau. Il faut vous lire ça en Angleterre parce que quand même, on vit dans un monde de surréalistes. Quand je parle conjuration des imbéciles, Johnson qui discute avec son ministre de la Santé, même genre que Véran d'ailleurs, et qui lui dit, écoute, le confinement, on ne sait pas, mais maintenant que la première ministre d'Écosse l'a fait, je suis obligé de faire comme elle parce que sinon elle va être vexée. Donc la décision et ensuite les dominos de tout le monde fait du confinement, c'est parti du Donc fait le que confinement Johnson... était inutile. C'est inutile, on le sait. Ouais. Et d'où vient le Covid? Honnêtement, le Covid, il vient de là où venait le SARS, où venait le MERS Corona. C'est le même point, c'est-à-dire très vraisemblablement, pour pouvoir créer les virus, si vous voulez, il faut avoir une population monstrueuse. C'est le cas des chauves-souris. Dans une grotte grande comme ça, vous pouvez avoir 2 millions de chauves-souris et qui ont 4 à 5 coronavirus différents. Et ces virus se recombinent entre eux. Donc c'est de là qu'est parti le MERS, c'est de là qu'est parti le SARS, mais celui-là avait une différence par rapport à tous les autres, et ça c'est de la science, c'est qu'il avait une mutation dans l'appareil de reproduction du virus. Vous ne croyez pas à une fabrication humaine? Non, personne ne sait ça. Un grand merci à vous, Yvan Rioufol, merci Véronique Jecquier, merci également Didier Raoult. On est pressé par le temps, l'info se poursuit sur CNews, vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Merci à Martin Mazur, Benjamin Cuneo qui ont préparé cette émission.